Qu'est-ce que vous choisiriez si quelqu'un vous obligeait à faire un top 10 des plus grandes expériences de jeux vidéo que vous avez eues? Parce que pour moi, je suis sûr que The Last of Us 2 y aurait sa place, et encore plus depuis que je l'ai refait en entier, parce que la deuxième fois c'est encore mieux, et je vais vous expliquer pourquoi. Salut, c'est Geoffrey et ceci est un avertissement. Dans cette vidéo, je vais raconter à quel point j'aime la suite de The Last of Us. Je vais expliquer pourquoi c'est un voyage extraordinaire, une expérience passionnante, une réflexion géniale sur le principe même du jeu vidéo. Bref, je vais vous dire pourquoi je pense que The Last of Us partie 2 est un très grand jeu. Et oui, vous inquiétez pas, je sais très bien que plein de gens n'aiment pas, voire pas du tout The Last of Us 2. Pour être honnête, j'ai conscience des défauts et des limites du jeu. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un jeu parfait, mais vous allez voir qu'en fait, ces problèmes font probablement partie de la réussite du jeu, et lui permettre d'aller au bout des intentions du studio Naughty Dog, ce qui le rend d'autant plus fascinant pour moi. Il va sans dire que je vais spoiler comme un gros rat dans cette vidéo, donc si quelqu'un ose s'en plaindre dans les commentaires, je l'accueillerai avec un club de golf. Alors franchement, cette vidéo me tient à cœur et j'ai longtemps cherché le meilleur moyen de rentrer dans le vif du sujet. Le plus simple, c'est encore de partir de Neil Druckmann, l'un des boss du studio Naughty Dog et l'une des têtes pensantes derrière les jeux The Last of Us. Sur le premier, il était scénariste et co-réalisateur avec Bruce Straley, et sur le deuxième, il était co-scénariste avec Hayley Gross et encore une fois co-réalisateur. On peut donc dire que c'est son bébé, même s'il n'est pas le seul parent. Neil Druckmann a dit quelque chose de très simple. Le premier The Last of Us parle d'amour et le deuxième de haine. Alors dit comme ça, c'est un peu neuneux. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils s'y sont pris pour raconter ça. Parce que c'est bien beau de dire que The Last of Us 2 parle de haine, mais comment transposer ça dans un jeu vidéo? Comment faire ressentir ça à la personne qui tient la manette? C'est clairement pas le premier jeu qui parle de haine, donc qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce jeu? La réponse à cette question, vous vous en doutez, c'est Abby. Ce nouveau personnage qui apparaît dans le deuxième jeu est la clé de voûte de tout le projet. C'est l'ingrédient secret. Elle débloque tout un niveau de lecture, de jeu et d'écriture, et c'est grâce à elle qu'on va véritablement vivre l'expérience de la haine et de l'amour. Parce que c'est ça la magie d'un jeu vidéo, mettre dans la peau de quelqu'un et créer un lien presque magique entre soi-même et le corps du personnage via la manette. Je sais que c'est la base et que j'enfonce une porte ouverte là, mais dans The Last of Us 2, je trouve que ça va plus loin que d'habitude. Et ça vient de la construction du jeu qui est à mes yeux un petit coup de génie malgré quelques lourdeurs. Si vous voulez regarder ou jouer à The Last of Us dans les meilleures conditions, c'est le bon moment pour que je vous parle de sonvideo.com, nos partenaires et camarades spécialisés dans les home cinéma et le domaine hi-fi, qui s'adressent aussi bien aux experts qu'aux novices, que ce soit dans leurs 17 magasins en France ou sur leur site internet. Sonvideo.com a pour vous la barre de son Samsung HWQ 995D. Ok, je l'ai. Sonvideo.com a pour vous la barre de son Samsung HWQ 995D. One shot. Sa particularité, c'est qu'elle a 22 haut-parleurs intégrés et qu'elle va avec un caisson de basse sans fil et une paire d'enceintes surround sans fil également, avec haut-parleurs Atmos intégrés, ce qui est plutôt pratique à aménager dans une pièce. Ce dispositif permet de diffuser le son dans différentes directions horizontales et verticales, de sorte à créer un champ sonore 3D très immersif. Mieux encore, elle possède aussi un mode Game Pro qui est spécifiquement conçu pour le gaming. Bref, plus d'excuses pour ne pas entendre venir les claqueurs. Autre avantage, cette barre de son propose un son adaptatif, c'est-à-dire que les réglages sonores peuvent s'ajuster automatiquement en temps réel en fonction de ce que vous regardez ou écoutez et des caractéristiques acoustiques de la pièce. Du coup, après les bonnes grosses séquences de flip avec les infectés, vous pouvez aussi directement vous repasser le morceau de guitare d'Ellie et être encore plus dévasté psychologiquement. Le tout est évidemment compatible en Bluetooth et Wi-Fi et on peut même y intégrer Alexa pour la contrôler vocalement. Ce pack est vendu à 990 € au lieu de 1490, ce qui fait une économie de 34%. Si ça vous intéresse, le lien et toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Dans The Last of Us 2, il y a quasiment deux jeux en parallèle, celui de Ellie et celui d'Abby. Les deux sont entremêlés et ce n'est évidemment pas un hasard. C'est même le sujet puisque l'amour et la haine sont incarnés par ces deux femmes et les rôles vont évoluer et s'inverser. En fait, on pourrait dire que le scénario est une sorte de piège où l'amour et la haine changent de camp, se répondent et s'affrontent comme dans un ping-pong infernal. Dès le début, tout est minutieusement mis en place. On prend le contrôle d'Abby très tôt dans l'aventure, au bout d'une demi-heure en gros, et sans trop savoir qui elle est, ni ce qu'elle veut. Elle arrive avec son groupe aux alentours de Jackson avec un objectif mystérieux, et tout est fait pour créer l'empathie. Pour ça, ils utilisent des choses très simples. Premièrement, Abby a son histoire intime. On comprend qu'elle a vécu quelque chose avec Owen et que c'est difficile d'accepter que sa nouvelle copine Mel soit enceinte, même si elle fait tout pour cacher ses émotions. Résultat, on s'attache facilement à elle. Deuxièmement, Abby est coriace. Quand on la joue, on la voit affronter des infectés en solo avec une sacrée force. Résultat, on l'apprécie parce que c'est tout ce qu'on attend d'une héroïne dans un tel jeu vidéo. Troisièmement, Abby est fragile. Elle a ses limites, elle finit par être en danger et on a peur pour elle. Résultat, on a envie de l'aider et de la sauver. D'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix. Il faut la sauver, sinon c'est game over. Et vous allez voir que cette idée de non-choix, d'obligation est
central dans le jeu, mais on en reparle un peu après. En quelques séquences, The Last of Us 2 réussit donc à nous faire doucement adopter et accepter cette étrangère. D'autant qu'elle est sauvée par Joel et Tommy, créant ainsi un pont évident avec notre petit cœur, et c'est évidemment diabolique quand on connaît la suite. Mais avant ça, The Last of Us 2 a déjà mis en place un de ses grands principes narratifs, le montage parallèle ou disons la double narration. C'est un effet très classique et ici ça permet de raconter dès le début que deux personnages, deux mondes et deux histoires coexistent, avancent en parallèle et sont destinés à entrer en collision comme si l'une des deux devait écraser l'autre. Arrive ainsi le premier grand moment pivot de The Last of Us 2, la mort de Joel. Ellie cherche Joel qui a disparu avec Tommy. Pourquoi ? Parce qu'il a croisé la route d'Abby par un hasard qui ressemble au destin, et ils l'ont sauvé alors qu'elle allait mourir. Le Joel qu'on rencontre au début du premier The Last of Us n'aurait jamais fait ça. Il était désespéré, ne croyait plus en rien et survivait dans son coin. Mais la rencontre avec Ellie l'a ressuscité et l'a ramené sur le chemin de la vie. On peut donc dire que c'est l'amour et la pulsion de vie qui l'incitent à sauver Abby. Et c'est évidemment une tragique ironie puisque c'est la haine qui pousse Abby à le tuer. Pourquoi cette haine ? Parce que Joel a tué son père, c'était le chirurgien à la fin du premier jeu. Donc en fait c'est l'amour d'Abby pour son père qui motive cette séance de golf un peu spéciale. Et pourquoi Joel a tué le père d'Abby ? Parce qu'il ne voulait pas que Ellie meure. C'est donc là encore l'amour qui l'avait motivé. Globalement, c'est l'amour qui dicte les actions de ses personnages. Joel a tué tout le monde par amour pour Ellie. Abby a tué Joel pour venger son père et son groupe l'a suivi dans cette quête, notamment Owen qui l'aime. Ellie veut venger Joel par amour, Tommy veut lui épargner cette mission donc il part tout seul pour la protéger, Dina suit Ellie parce qu'elle l'aime et Jessie les rejoint pour les aider, Yara devient une paria chez les Séraphites parce qu'elle aime son frère Lev et on pourrait même aller plus loin. La mère de Lev veut le tuer par amour pour leur prophète. C'est un effet domino cauchemardesque où tout le monde pense avoir de bonnes raisons d'agir. En fait, l'ultime geste d'amour de Joel a tout sali. En la sauvant à la fin du premier jeu, il a condamné tout le monde sans le savoir. Lui-même, puisqu'il va mourir à cause de ça, Ellie qui va se perdre dans la quête de vengeance après sa mort, et l'humanité tout entière privée d'un potentiel remède. Alors on pourrait débattre longuement de ce que veut dire amour dans un tel contexte de violence, mais vous voyez l'idée. Amour et haine sont entremêlés dans The Last of Us 2. Ils se renvoient la balle pour régulièrement rebattre les cartes, redessiner les lignes, et nous pousser à s'interroger. Ça veut dire quoi exactement ? Beaucoup d'éléments existent en double dans le monde d'Ellie et dans celui d'Abby. C'est tellement énorme que c'en est presque un peu ridicule et ça m'avait pas mal interpellé la première fois. Mais en refaisant le jeu, on voit bien que tout ça est un gigantesque puzzle et que le récit est construit en miroir. Abby a perdu son père, Ellie perdra le sien symboliquement avec Joel. Elle se souvient d'un moment magique avec Joel dans un musée avec des dinosaures et une navette spatiale. Abby a droit à un flashback avec son père où elle traverse un parc avec des animaux transformés en jeu pour enfants et encore plus évident, l'aquarium qui est un lieu important pour Abby est clairement l'équivalent du musée des dinosaures. Ellie est embarquée malgré elle dans une espèce de triangle amoureux avec Dina qui est enceinte de Jessie. Abby se rapproche de son ex, Owen, sachant qu'il est en couple avec Mel, qui est enceinte. Dans un flashback, le père d'Abby lui dit qu'il voit bien qu'elle flirte avec Owen, et dans un autre flashback, Joel essaye de commenter la vie sentimentale d'Ellie en pensant qu'elle a un truc avec Jessie. Abby tire une balle et explose la tête de Jessie, Tommy explose la tête de Manny avec son fusil de sniper. Et ça va même plus loin que ce jeu puisque c'est en miroir avec le premier The Last of Us. Quand Abby vient à protéger Lev, ça rappelle évidemment Joel et Ellie. On avait eu Joel et Ellie face à une famille de girafes, Abby et son père aident une femelle zèbre qui veut rejoindre son bébé. Et ça arrive quasiment en même temps puisqu'à la fin de ce flashback, on apprend que Joel et Ellie viennent d'arriver à l'hôpital. Dans les flashbacks, on joue aussi Abby qui remonte le couloir de l'hôpital jusqu'à la salle d'opération, comme on l'avait fait avec Joel dans le premier jeu. Et on a aussi un flashback cauchemardesque de Ellie qui redescend les escaliers jusqu'à la pièce où Abby tue Joel. Tout ça est fait exprès, on a l'impression de vivre et revivre les événements en boucle, d'autant plus qu'on revient en arrière dans le temps avec Abby. Évidemment, le fait qu'on joue Ellie et Abby à tour de rôle avec le même gameplay renforce ce sentiment, surtout qu'on traverse parfois les mêmes zones, qu'on reconnaît les lieux et qu'on se souvient de ce qui va arriver. Et il y a aussi des éléments associés à Abby et Ellie pour à la fois les opposer et les relier. Abby est clairement associée à l'élément de l'eau. Dans le flashback avec son père, elle traverse un parc avec des animaux aquatiques géants, donc elle passe dans la gueule d'une sorte de baleine, on voit des tentacules et bien sûr, comme je le disais, l'aquarium. C'est un décor central dans son histoire. C'est Owen qui lui a fait découvrir cet endroit qui devient le symbole d'une autre possibilité, d'une autre vie, et c'est là qu'elle amène Lev et Yara pour les protéger, et c'est là qu'elle va découvrir les corps de Owen et Mel. Et vous savez qui n'aime pas trop l'eau ? Ellie, du moins dans le premier jeu. Souvenez-vous, c'était un élément important dans le gameplay puisqu'on devait la faire avancer malgré ce petit souci. Et dans un flashback de The Last of Us 2, on voit Joel la pousser dans l'eau et lui dire qu'elle commence à bien maîtriser la nage. Autre moment marquant avec de l'eau dans le premier jeu,
la scène où Ellie tue un humain pour la première fois afin de sauver Joel qui était en train d'être noyé par ce mec. Et ce n'est peut-être pas un hasard si la ville de Seattle est envahie par les eaux et que Ellie doit traverser des décors engloutis jusqu'à être renversée par une vague lorsqu'elle s'approche en bateau de l'aquarium. D'ailleurs, à la toute fin, Ellie essaye de tuer Abby en la noyant. Ellie, de son côté, est plutôt associée à des éléments aériens. Bien évidemment, il y a l'espace, puisqu'elle rêve d'être astronaute, et Joel lui permet de vivre un décollage magique dans la navette spatiale. Ellie adore aussi les dinosaures, qui sont des créatures immenses, donc là on est encore sur une certaine idée de hauteur, de grandeur, et d'ailleurs, quand elle arrive au musée des dinosaures, qu'est-ce qu'on peut faire? Monter sur la tête du T-Rex et plonger de très haut, exactement comme Abby dans la cabine de téléphérique avec Owen. Et vous savez qui a justement peur de la hauteur? Évidemment, c'est Abby. C'est le point faible du personnage qu'on nous montre très tôt dans le jeu et qui sera crucial à quelques moments, notamment lorsqu'elle doit traverser la ville avec Lev en passant par le haut des immeubles. On a également des trajectoires inverses. Ellie, personnage tant aimé du premier jeu, se lance dans une quête de vengeance sans limite, jusqu'en perdre son humanité dans pas mal de scènes, soyons francs. Elle glisse vers le monstrueux, ce dont elle a conscience notamment après avoir tué Mel et Owen, alors que Abby, elle, avance dans l'autre sens. Au début, on la voit sous son pire jour lorsqu'elle tue Joel, ensuite elle va peu à peu regagner en humanité au contact de Owen, de Yara et de Lev. Elle se réveille, se rend compte de qui elle est et décide de changer le cours des choses. On voit bien que la dualité entre les deux personnages a été très soignée. Le summum de géniale perversité reste la séquence centrale dans les coulisses du cinéma, où Abby et Ellie s'affrontent enfin pour la première fois, et où on se retrouve à jouer Abby qui doit survivre face à Ellie, qu'on observe au loin se cacher et préparer ses pièges comme si c'était un jeu multi, ou plutôt comme si on affrontait un peu une partie de soi-même en train de contrôler Ellie. Et c'est là l'un des petits coups de génie pour moi. En jouant avec l'autre personne, on bascule dans l'autre monde, on passe de l'autre côté du miroir. Les gens qu'on tue en étant dans la peau d'Ellie reprennent vie quand on rembobine le récit du côté d'Abby et on réalise que ce sont simplement des gens. Ça, c'est une idée vraiment passionnante. Donner vie aux PNJ, aux adversaires et humaniser en quelque sorte ces IA ennemis qui sont là pour nous débusquer et nous tuer. Nora, que Ellie torture dans le sous-sol de l'hôpital, c'est celle qui aide Abby dans l'hôpital en désobéissant aux ordres lorsqu'elle a besoin de médicaments. Whitney, la fille qui joue aux jeux vidéo et qu'on tue en contrôlant Ellie, c'est une fille sympa qu'on croise en étant Abby. Et les chiens ultra relous qui nous compliquent la vie quand on joue Ellie, ce sont de gentils toutous qu'on caresse et qui ramènent la balle qu'on lance. Et ça marche dans l'autre sens quand Abby et Manny affrontent un sniper qui se révèle être Tommy. Même dans le scénario, cette idée de bascule est souvent là dans l'esprit des personnages. Au début, Ellie dit que le groupe d'Abby, les Wolves, ne sont pas comme eux, que ce sont des sauvages. C'est exactement ce que les Wolves pensent de Joel et de son clan, et dans le premier jeu, on avait le même discours avec la Fedra et les Fireflies, d'ailleurs, Owen le fait remarquer à Abby. Les Wolves emploient le même langage lorsqu'ils parlent des Séraphites qu'ils surnomment les Scars, alors que là aussi on voit bien les similitudes entre eux. Par exemple, chaque groupe a sa petite phrase pour se saluer et se soutenir, et des deux côtés, on dirait un rituel religieux. Et au final, Abby sera pourchassée par les siens, exactement comme Yara et Lev par les Séraphites. Parce que la prophète et Isaac représentent au fond la même chose pour leur clan. Quand Mel essaye de faire comprendre à Abby et Manny que les Séraphites se défendent et que cette guerre n'a pas trop de sens, ils réagissent mal. Mais quand Abby rencontre Yara et Lev, elle commence à voir les humains derrière les ennemis sans identité. Elle voit les individus derrière la masse anonyme, exactement comme Owen juste avant elle quand il a refusé de tuer un vieux séraphite qui n'avait même plus la force de se battre, et exactement comme nous, au fond, quand on découvre qui est Abby, au-delà de ce monstre qui a sauvagement tué Joel. C'est un ping-pong sans fin. Tuer l'autre parce que l'autre a tué, se venger parce que l'autre s'est vengé. D'ailleurs, c'est ce que Jesse tente de faire comprendre à Ellie quand il lui demande ce qui va se passer une fois qu'elle aura assouvi sa vengeance, mais Ellie ne veut rien entendre. Chacun a ses raisons et la raison n'a pas grand-chose à voir avec les actes des personnages obsédés par leur soif de vengeance. C'est une spirale de violence qui semble sans fin, chaque nouveau pas d'Ellie impliquant que Abby va aller plus loin encore. Et nous, manette en main, on est de plus en plus tiraillés. Tous ces gens sont reliés par une chose, l'aliénation, l'aveuglement, l'endoctrinement, que ce soit autour d'un groupe comme la secte des Séraphites ou la milice des Wolves, ou autour d'une émotion comme la haine et l'amour. Et en fait, nous aussi on en est victimes, mais le jeu va nous forcer à déconstruire tout ça. Parce qu'une fois qu'on a ça en tête, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un camp? On décide qui a raison? C'est bien ça le problème. The Last of Us 2 fait tout pour nous immobiliser et nous refuser toute réponse facile. J'en viens à l'autre grande idée centrale dans The Last of Us 2, les choix, ou plutôt l'absence de choix, enfin presque. Et en parlant de choix, vous saviez qu'il existe un abonnement à écran large? Alors oui, je sais, c'est un peu chiant d'entendre ça au milieu d'une vidéo, mais il faut avoir en tête que ces abonnements nous permettent de continuer à faire des vidéos, des critiques, des articles, et à rester libre et indépendant, ce qui devient de plus en plus compliqué dans le secteur des médias. Donc si vous voulez nous envoyer de la force et avoir accès à des contenus exclusifs chaque mois, les détails sont dans la description de la vidéo. Revenons-en au sujet et repartons de l'origine du mal, la fin du premier The Last of Us. C'est facile d'imaginer une autre version du jeu où on nous aurait laissé le choix, sauver Ellie et condamner le monde, ou la laisser mourir et sauver le monde. On va dire que ça aurait été l'option de Quantic Dream et Supermassive Games qui jouent avec les options de l'interactivité dans des jeux comme Detroit et Until Dawn. C'est censé être le summum de
de la liberté et de l'immersion. Pour ma part, je trouve que l'effet est un peu inverse, et un jeu comme The Last of Us explore cette question d'une manière bien plus intéressante. Neil Druckmann a expliqué qu'ils avaient un peu hésité à laisser ce choix aux joueurs et joueuses, mais au final, ils ont décidé que non. Pour finir le jeu, il faut tuer tout le monde, parce qu'en fait, Joel n'avait pas le choix. C'était pour lui en tout cas la seule option possible. C'est là que ça devient très intéressant pour moi. Il ne s'agissait pas de donner un rôle à la personne qui tient la manette pour qu'elle se dise « tiens, qu'est-ce que je vais faire moi ?» La question c'était plutôt de nous confronter au choix de Joel, pour qu'on essaye de le comprendre, de l'accepter, d'en mesurer l'impact, mais également pour nous en rendre complices. Joel décide, le jeu décide, on nous force la main, un peu comme le cordyceps qui prend le contrôle de ses victimes, mais c'est nous qui tenons la manette et tuons tous ces gens qui sont pourtant dans le camp des gentils. On arrive dans la salle d'opération et on n'a aucun autre choix que de tuer le chirurgien. On peut épargner l'infirmière et l'infirmier, mais franchement faisons un sondage, qui ne les a pas tués? Et à la fin, Joel décide de mentir, c'est une cinématique, donc on se contente d'observer, mais on est là. On a contrôlé Joel pendant des heures, donc on a joué un rôle dans ces événements. C'est pour ça que j'aime autant le point de départ de The Last of Us 2. On paye les conséquences de ce qu'on a fait avec Joel, on nous force à revenir sur cet événement pour en mesurer l'impact réel. Alors il y a quand même quelques choix dans The Last of Us 2. Par exemple, on nous laisse achever certains ennemis qui déposent les armes, comme dans le premier jeu, et souvent on les entend hurler de douleur, pleurer et supplier. Il y a aussi des moments où on n'a pas le choix, mais où on doit soi-même agir. Par exemple, lorsque Ellie frappe Nora. Ça aurait pu être une cinématique, mais non. On doit appuyer sur la touche carré non pas une, non pas deux, mais 3 fois. 3 fois où on doit obligatoirement être complice d'Ellie. C'est un peu pareil face à Mel, on doit appuyer sur une touche pour se défendre et ne pas mourir, conséquence, Ellie tue Mel. On tue ce personnage de femme enceinte qui est pourtant l'une des plus empathiques dans l'histoire. L'idée du choix est également là dans un important flashback quand Marlene discute avec le père d'Abby. Il lui explique qu'il faut sacrifier Ellie pour créer le vaccin et que c'est comparable à tous les Fireflies qui sont déjà morts. Ce à quoi elle répond: c'était leur choix. Sous-entendu, ici on force les gens et ça n'a rien à voir. Quand elle lui demande s'il aurait sacrifié sa propre fille à la place d'Ellie, il ne répond pas. Mais juste après, Abby arrive et lui dit qu'elle aurait été prête à mourir si ça avait été elle à la place d'Ellie. Tout ça met en jeu la notion de choix, de liberté. Imaginez si les Fireflies et le chirurgien avaient expliqué la situation à Ellie. Alors ok, ils auraient pris le risque qu'elle refuse. Mais elle aurait eu le choix. Nous on sait qu'elle aurait accepté. Elle l'aurait expliqué à Joel et il aurait pu faire ses adieux. On aurait peut-être évité ce cauchemar. À la place, Marlene et le chirurgien ont choisi pour Ellie et Joel, et Marlene a fait ce qu'elle pensait être le moins pire. Elle a été prévenir Joel. Et c'est cette situation humaine qui a créé l'horreur. Tout ça est logique puisque depuis le début, The Last of Us nous explique que la violence vient largement des humains. Au début du premier jeu, ce n'est pas un infecté qui tue Sarah, la fille de Joel. C'est un soldat qui obéit simplement aux ordres. Et à la fin de The Last of Us 2, Abby et Lev voient leurs espoirs d'une vie meilleure broyés par leur rencontre avec un énième groupe d'humains qui repousse toujours plus les limites de l'horreur. Mais au bout du compte, c'est inévitable. Quand on joue Abby et qu'on affronte Ellie dans le cinéma, il faut réussir à survivre, sinon on se fait tuer et c'est game over. Et à la toute fin, quand on joue Ellie qui affronte Abby dans l'eau, il faut réussir à survivre, sinon on se fait tuer et c'est game over. L'idée n'est pas de valider ses choix, mais de les subir, un peu comme Abby et Ellie qui sont aveuglés par leur quête de vengeance. La première fois que j'ai fini le jeu, j'ai eu du mal à comprendre la dernière partie. Après le combat dans le cinéma où Abby l'épargne, Ellie s'est installée avec Dina et son enfant et c'est un peu la petite maison dans la prairie. On dirait que c'est la fin du jeu et qu'il y a une lueur de bonheur pour elle. Mais Ellie ne peut pas vivre comme ça. Elle est hantée par ce qui s'est passé, il y a quelque chose en elle qui refuse de passer à autre chose, quelque chose d'elle qu'elle ne contrôle pas et qu'elle doit suivre et subir. Il suffit que Tommy revienne et allume une petite étincelle de culpabilité pour que le feu redémarre. La haine l'emporte sur l'amour alors même que Dina lui demande de rester pour ça. Ce dont Ellie est incapable. Donc on repart pour 1 heure ou 2 de jeu éprouvante, presque laborieuse, où on retombe dans le même circuit de violence, et là on peut se dire que le jeu s'allonge trop, se répète trop. Mais en fait je trouve que c'est cohérent. Cette fatigue, ce ras-le-bol, c'est une belle et terrible idée. Ok, nous on n'a pas le choix dans ces jeux, mais Ellie elle-même ne semble plus avoir le choix. Jusqu'à la toute fin, on dirait qu'elle est incapable de s'arrêter, et que cette pulsion de destruction, d'autodestruction est un monstre inarrêtable. Ça n'a plus aucun sens ni pour elle, ni pour nous, ni pour Abby qui a juste envie de partir à la fin. Et justement, il y a un moment de The Last of Us 2 qui m'a fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties devant un jeu. C'est l'ultime combat entre Abby et Ellie. Il y a 2 bateaux parfaitement posés là par le destin, Ellie aurait pu partir de son côté, s'arrêter là, et d'ailleurs elle s'apprête à le faire, mais non. Elle a l'impression qu'il faut tuer Abby, que c'est la seule option, un peu comme Joel à la fin du premier jeu. Alors je sais pas pour vous, mais moi à ce moment-là, j'en avais absolument pas envie. Je ne voulais pas tuer Abby, je voulais éviter le combat, je voulais échapper à cette situation, et c'est un peu bête dit comme ça, mais j'étais finalement du côté d'Abby. Le jeu m'avait fait basculer au fil des heures, et ça a créé en moi un vertige bouleversant. Donc j'ai évidemment essayé de ne pas me battre et je suis mort.
Le jeu veut qu'on s'attaque à Abby, comme à la fin du premier où le jeu voulait qu'on tue tout le monde pour sauver Ellie. Et il y a des moments où on doit absolument appuyer sur la touche carré pour frapper Abby et ça brise le cœur. Et ça, cette implication, cette sensation d'être piégé, cette envie de ne plus être complice et de juste déposer la manette pour ne plus jouer le jeu, c'est un sentiment qui m'a profondément marqué. C'est l'aboutissement de ces longues heures de cauchemar. À la fin de ce jeu, Ellie semble être l'esclave de cette pulsion de destruction, comme si elle n'avait pas le choix et donc on est embarqué avec elle. Et ça, c'est puissant. Après toutes ces heures, après tout ce temps où on a appris à comprendre et apprécier Abby et à ressentir la douleur et la rage d'Ellie, on se retrouve dans cette position. On n'est pas face au boss final. Ça marchait durant la première partie du jeu quand Abby était juste un monstre qui méritait de mourir et c'est tout. Là, on est encore une fois face à soi-même en quelque sorte. Si Abby est arrivée jusque-là, c'est parce que nous, on l'a contrôlé, on l'a joué et on l'a aidé et fait survivre. Mais là, en jouant ce combat, on se rend compte que peu importe qui gagnera, peu importe l'issue, on aura tout perdu d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est d'un désespoir presque total. À la fin, Ellie est pleine de haine contre Abby, certes, mais aussi contre elle-même, parce qu'on lui a encore une fois volé un choix. Elle en avait voulu à Joel de l'avoir sauvée à la fin du premier jeu alors qu'elle souhaitait se sacrifier pour potentiellement aider à créer un vaccin et pour que sa vie ait un sens. Elle le dit bien dans le flashback final. Joel a choisi pour elle et ça, elle ne lui a pas pardonné. Elle a donc décidé de s'éloigner de lui pour le punir, mais quand Abby tue Joel, ça lui enlève un autre choix, celui de le pardonner, de renouer avec lui comme elle le lui avait dit ou plutôt promis. Elle pensait naturellement qu'elle aurait le temps de le faire puisque c'était à elle de retourner vers lui, Joel n'attendait que ça, et puis Abby est arrivée et tout a changé. Ellie a perdu cette opportunité. Tout ça est une tragique réaction en chaîne. On cause la peine d'Abby en ayant joué Joel à la fin du premier jeu, on cause la peine d'Ellie en ayant joué Abby au début du deuxième, on cause la peine d'Abby en ayant joué Ellie qui tue Owen, Mel, Nora et d'autres. J'ai envie de dire que The Last of Us 2 devient alors une sorte d'apprentissage de l'empathie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le jeu a commencé dans l'esprit de l'équipe. Neil Druckmann explique qu'ils sont partis d'une idée. Raconter une histoire d'empathie avec les deux côtés d'un conflit. Et pour l'anecdote, The Last of Us 2 était au départ envisagé comme un monde ouvert, où on aurait notamment joué Abby dans Jackson une fois qu'elle avait été sauvée par Joel et Tommy avec diverses petites missions à effectuer dans la communauté. Et c'est après tout ça qu'on aurait découvert l'objectif réel d'Abby et qu'elle aurait tué Joel. La deuxième partie du jeu aurait alors été le voyage d'Ellie à Seattle pour la retrouver. Et l'équipe a essayé plein de combinaisons différentes pour placer les points de vue et les flashbacks. La dernière partie où Ellie va libérer Abby a également beaucoup changé. Il y a une version sur une plateforme pétrolière, une autre au Mexique, et même la zone de Santa Barbara a beaucoup évolué puisqu'elle a failli être beaucoup plus grande et complexe. D'ailleurs, ils ont même envisagé une fin où Lev était mort et Ellie tuait Abby. En tout cas, ils voulaient une structure moins classique que sur le premier, et ils voulaient éviter une chose, ce que Neil Druckmann appelle le syndrome Batman v Superman, où deux personnages ennemis finissent par s'associer face à un adversaire plus grand. Tout ça est d'autant plus fort que le récit a une dimension homérique. Le destin semble vouloir que ces personnages se croisent, s'affrontent, tandis que les éléments se déchaînent. Une tempête arrive sur Seattle et remue les eaux alors que la ville est déjà engloutie. Sur l'île des Séraphites, c'est le feu qui ravage les lieux lors d'une nuit apocalyptique. Et à mesure que les taux se resserrent, le monde semble se vider, jusqu'à ce final dans un décor qui ressemble au bout du monde tellement c'est le néant. On a une plage, de l'eau, du brouillard, un horizon bouché, il n'y a plus rien, quasiment plus un signe de vie, puisque les héroïnes elles-mêmes ressemblent à des cadavres. Ce combat final est d'une tristesse infinie parce qu'on observe la danse de ces deux morts vivantes, ravagées par les épreuves, physiquement vidées et détruites, qui s'accrochent aux deux derniers sentiments, la haine et l'amour, on en revient là. La haine parce que Ellie veut venger Joel et veut détruire Abby, quitte à menacer de tuer Lev, et l'amour parce que Abby veut protéger Lev. Au début du jeu, Joel avait sauvé Abby et Abby l'avait tué. À la fin, Ellie sauve Abby, s'apprête à la tuer, et change finalement d'avis, en repensant à Joel. En fait, l'image de Joel a le sens que Ellie veut bien lui donner. Elle revoit son visage plein de sang et elle a envie de tuer Abby pour se venger, puis elle revoit son visage paisible, heureux, vivant, et elle a envie de vivre pour lui. Ellie décide finalement de ne pas tuer Abby comme Abby avait décidé de ne pas la tuer dans le cinéma, ce qui l'a finalement sauvée puisqu'à la fin c'est Ellie qui vient la secourir. On pourrait dire que c'est l'amour qui l'emporte dans les derniers instants quand Ellie s'arrête, mais c'est une victoire évidemment amère parce qu'elle est déjà tout perdue à ce stade. Quand elle rentre, Dina n'est plus là, son espoir de vie presque normal avec celle qu'elle aime et son enfant s'est envolé, mais en plus, Ellie a perdu quelque chose de hautement symbolique dans son combat avec Abby, ses doigts. Ceux-là même qui lui permettaient de jouer la guitare. La guitare, c'était un lien profond qu'elle avait gardé avec Joel, comme on l'a vu dans les flashbacks, dans la scène dans le magasin de musique où elle joue pour Dina, ou même quand elle dit à Jesse Jr. qu'elle compte lui apprendre à jouer quand il sera grand. Ses doigts coupés sont la preuve qu'elle a été trop loin pour en revenir indemne. Elle ne pourra pas revenir en arrière et retrouver ce qu'elle a perdu. Elle devra vivre avec les conséquences de ses actes. Tout ce qu'elle peut faire, c'est s'accrocher à cette dernière miette d'humanité qu'elle a retrouvée en refusant de tuer Abby et essayer d'avancer même si elle boite,
même si elle s'est autodétruite en grande partie. Et cette fin entre le combat avec Abby et cet épilogue dans la maison vide, c'est tellement déchirant que pour moi c'est l'ultime preuve que The Last of Us 2 est une expérience de jeu extraordinaire. Je pourrais en parler encore longtemps, surtout que j'ai même pas évoqué la musique de Gustavo Santaolalla et McQuail, l'horrible Rat King dans le sous-sol de l'hôpital et plein d'autres scènes marquantes. Mais à la place, je vais vous conseiller ma vidéo sur un autre jeu que j'adore et qui est un sommet d'horreur, Alien Isolation. Si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-nous dans les commentaires si vous préférez que je revienne pour parler de BioShock, Silent Hill, Mass Effect ou Dead Space. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.